Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très partagé entre la joie et l'angoisse. Parce qu'on me demande voilà, je vais faire un aveu tout de suite. Je lis beaucoup, mais rarement des livres en français et des livres, des romans, etc. Je lis beaucoup, mais voilà. Donc c'est depuis, non, je ne vais pas dire que c'est depuis la terminale, j'ai lu d'autres livres, mais je me suis replongé dans un livre, dans votre livre, et ça m'a fait très plaisir que ce soit vous qui m'ayez reconnecté d'une certaine manière à la littérature. Et du coup, quand vous m'avez demandé, chère Maud et Aurélien, de faire une forme de questionnaire, j'ai envie de dire, alors j'étais très honoré, et c'était surtout un challenge nouveau, donc du coup je me suis pris au jeu, et donc ce soir vous allez m'appeler Frédéric Mitterrand. Non, je plaisante. Je plaisante, non, je reste Gatseback. Alors, bien sûr, là, je vois que des visages connus et qui vous connaissent, mais on va faire le travail jusqu'au bout, et on va vous demander de vous présenter. On est libre, on est toute la soirée, donc détendez-vous, voilà, jusqu'à 23h tranquille, et présentez-vous, s'il vous plaît, à votre auditoire, de façon à ce qu'on apprenne à vous connaître un peu mieux. Honneur aux dames, bien entendu. Maud. Eh bien, bonsoir. Je connais pas tout le monde en réalité, donc merci d'avoir été venu. Me présenter est toujours une tâche difficile. Il fut un temps, pendant fort longtemps, où j'étais la fille d'eux, puis la femme d'eux, et puis c'est terminé. Je suis en fin de psychanalyse. J'arrive maintenant à me présenter comme étant moi-même. Donc je suis Maud Misan. Je porte encore, mais pas toujours, mon nom de naissance. Et puis parfois j'emprunte le nom de mon époux, qui est également le nom de mes enfants. Et je suis avocat depuis 18 ans. Je fais beaucoup de droit de la famille, j'aime beaucoup ça, droit des enfants, et du droit pénal et du droit civil. Voilà, pour mon CV. Concernant l'écriture, je pense qu'on va en reparler pas mal pendant cette soirée. Voilà, avec Aurélien, on a eu d'abord 3 enfants. Ça nous a pris un peu de temps, ça nous en prend encore. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter notre 4e bébé, qui est immatériel, mais qui nous a pris un petit peu de temps aussi, moins, mais quand même. Voilà, je vais passer la parole à Aurélien, peut-être que je compléterai plus tard. Merci, donc moi je suis le mari de Maud. Je m'appelle Aurélien Benoît-Lide, je suis médecin, et plutôt que de parler moi, je vais juste quand même dire un mot sur Gad. Puisque effectivement on lui a demandé et il a gentiment accepté, et j'imagine ô combien c'est un exercice qu'il n'a pas l'habitude de, même s'il a beaucoup de talent et beaucoup de cordes à son arc. Je pense que celui-là c'est pas forcément prédestiné, mais c'est vrai que quand on trouve son rabbin, on s'y accroche, hein, c'est comme ça. Donc nous on l'a découvert parce qu'on a fait le voyage avec certains d'entre vous ici, voyage mémorial en Pologne, qui nous a marqué à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que on était bien sûr déjà, le livre était déjà terminé quand on a fait le voyage, mais il s'est inscrit quand même dans cette dimension mémorielle, dans cette approche que l'on a eue à travers le livre de discuter, de réciter nos racines. Et donc on s'est retrouvés sur beaucoup de points avec Gad. On a fait des cours par la suite où voilà, j'avais l'impression qu'on parlait de transmission, on a parlé de choses qu'on a essayé nous aussi à notre manière, qui n'est pas forcément tout à fait la même manière qu'un rabbin, mais à notre manière aussi, d'aborder ces questions-là. Et donc je le remercie parce que je sais qu'il le fait parce qu'on lui a demandé et qu'il est sympa avec nous. Et je suis très content que tu aies pu lire ce roman aussi, parce que pour nous c'était aussi quelque chose, on a essayé de dire des choses de nous et de nos histoires et de nos enfants dans un livre, mais pas seulement. Donc voilà, j'en profite pour te dire merci. Merci beaucoup. Alors, ça m'arrive de coacher des couples dans la vie. Ça m'arrive de parler coaching de couple. Et du coup, souvent, j'invite les couples à faire des choses ensemble. Alors, souvent, on va dire du tennis, la marche à pied, aller lire un livre ensemble. Mais par contre,
à quel moment vous vous dites, tiens, tu sais quoi, on va écrire à 4 mains. Alors déjà, écrire un livre, en soi, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui prend à quelqu'un de vouloir écrire un livre? Ça, c'est déjà une vraie question. Personnellement, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé une première fois, j'avais 16 ans. C'était un roman, une sorte de roman, j'avais commencé, j'avais fait 3-4 chapitres, et après, ça s'est arrêté là. J'ai repris beaucoup plus tard, donc, mais parce qu'il me manquait cette envie de créer un bébé immatériel. Qu'est-ce qui prend à une personne de vouloir le faire? Mais alors, qu'est-ce qui prend à un couple de vouloir le faire ensemble? Et avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que d'un coup, un couple se dit, tiens, on va faire ça ensemble? Des voyages ensemble, c'est sympa, ouais, ça, tout le monde l'entend. Des bébés ensemble aussi, c'est sympa. Mais un livre ensemble, c'est quand même quelque chose où, finalement, on est peut-être soit bloqué par l'imaginaire de l'autre, soit c'est un tremplin, mais du coup, on peut s'interroger sur la démarche. Et voilà, c'est la deuxième question que je pose. Ouais. Alors effectivement, c'est un peu atypique et on n'avait pas imaginé comme ça, surtout moi, parce qu'au départ, c'était mon livre. Au tout début, c'est une histoire que j'avais envie de raconter depuis fort longtemps, qui a maturé en moi pendant beaucoup d'années. Qu'Aurélien connaissait par cœur parce qu'il a assisté à toutes les réflexions que je pouvais mener sur les sujets qui sont abordés dans le livre, même s'il y en a plus que ce que j'avais envisagé au départ. Et j'ai essayé de l'écrire et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, enfin je pensais que je réussissais, mais quand j'ai lu les quelques feuilles à Aurélien, il m'a dit non, ça va pas. Donc j'ai laissé tomber parce que j'étais un petit peu démotivée. Et puis quelques mois ou années plus tard, je lui ai proposé de l'écrire lui. Parce qu'Aurélien il écrit, il a toujours écrit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Et moi, ma difficulté pour raconter l'histoire que je voulais raconter, c'était justement le côté roman, le côté poétique, créer vraiment des personnages en couleur, arriver à faire des décors. Ça, c'était vraiment compliqué pour moi. J'étais plus dans l'analyse des relations, du clan, etc. Et donc, je lui ai proposé de l'écrire. Il a dit oui, et puis en fait, on l'a écrit ensemble. Selon une méthode qui s'est affinée avec le temps, parce qu'on n'avait pas l'habitude de ça. Et en effet, maintenant, on arrive à savoir exactement comment s'y prendre, mais sur le moment, c'était un petit peu le hasard qui a fait qu'on s'est mis tous les deux à écrire ce livre, on n'avait pas envisagé. Alors moi, je vais peut-être répondre sur l'autre partie de la question, alors peut-être qu'on peut se poser d'ailleurs de manière assez générale, parce qu'on a autour de nous des gens qui nous disent moi je lis jamais de romans, par exemple, je lis je fais des études, d'Agmara, je lis de la philosophie, je lis des essais sociétaux, etc. Et finalement, la littérature, on ne voit pas forcément l'intérêt d'écrire une histoire, peut-être tirer un peu de nos propres expériences, mais voilà. Et moi, je suis convaincu que la littérature, c'est une manière, c'est peut-être d'ailleurs la seule manière qu'on a parfois de décrire des éléments du réel quand les mots nous manquent. Quand les mots ne nous manquent pas, on peut utiliser des concepts, on peut utiliser, dans mon cas, de la médecine, de la science, etc. Mais dès lors qu'on veut s'intéresser à quelque chose d'un peu plus complexe, et en l'occurrence, quand ça touche à l'âme humaine, c'est nettement plus complexe, quand ça touche à l'histoire d'un individu, c'est beaucoup plus difficile, eh bien la littérature, alors nous, je ne sais pas, modeste écrivain que nous sommes, est-ce qu'on a fait de la littérature, ça c'est pas à nous de le dire, mais en tout cas, quand on lit un livre, quand on lit le récit de quelqu'un, on s'accapare un peu l'histoire de ces personnes, on peut vivre plusieurs vies, on peut s'élever un petit peu dans notre compréhension qu'on a des liens dans la famille, de l'histoire, et ça je crois qu'il n'y a que la littérature qui permette de le faire, et moi qui ai déjà écrit par le passé un essai de médecine par exemple, eh bien, alors que pourtant ça ressemble pas tellement à un essai de médecine, je pense que j'ai dit des choses de ce que je pense de la médecine et de la santé dans un roman que je ne pouvais pas dire autrement, que je ne pouvais pas dire avec des termes scientifiques ou avec des termes techniques. Donc je pense que écrire un livre, c'est aussi pouvoir essayer de transmettre des choses qui auront cette forme de subtilité, et aussi, et ça c'est très important, écrire un livre, c'est avoir le temps long pour mener une réflexion.
quand on a une réflexion, que ce soit en discutant, que ce soit avec quelqu'un, on va être interrompu forcément, on va être interrompu parce que c'est l'heure de manger, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut sortir les poubelles, parce qu'il faut s'occuper des enfants, etc. Et donc finalement, on peut passer toute notre vie à avoir des bouts de réflexion qui vont finalement s'amorter, puis reprendre, on reprend depuis le départ, etc. Écrire un livre, ça permet, quel que ce soit de la littérature, un roman ou que ce soit autre chose, ça permet d'avoir une réflexion de bout en bout, qu'on va interrompre évidemment quand c'est l'heure de dormir, quand il faut aller travailler, mais qu'on va reprendre par la suite et qu'on va pousser beaucoup plus loin. Et ça, c'est quelque chose que je vous incite à faire de manière générale, parce que c'est que de cette manière-là qu'on va réussir à pousser un raisonnement au-delà de ce que le temps matériel de la journée nous permet. Et puis quand on a fini de parler, on a oublié ce qu'on a dit, alors que quand on a écrit, on revient en arrière, et puis non seulement, c'est comme la mémoire, c'est-à-dire qu'on va la retravailler, on retravaille le texte, on réécrit le livre à peu près 30 fois, je pense. Donc je pense qu'il y a un moment donné où effectivement, on a vraiment le temps d'affûter une réflexion. Et ça, l'écriture, pas forcément que l'aspect romanesque, mais l'écriture de manière générale, je pense on est là à la communauté, quand le Maharal a écrit ses opus, c'était aussi une manière pour lui, pas seulement de transmettre, mais aussi une manière d'étayer sa propre réflexion en allant plus loin, en inscrivant ces éléments de réflexion sur du papier pour pouvoir les reprendre, les retravailler, les métaboliser, et ensuite, évidemment, les transmettre. Alors c'est passionnant hein, ce que vous nous développez. D'ailleurs dans les écrits plus du côté de la halakha, de la règle, très souvent on est très étonné de cette exaspération un petit peu de l'écriture, parce que ça fige la réflexion et ça empêche un nouveau décisionnaire de réfléchir sur une page blanche. Alors du coup, on est très partagé dans cette volonté d'écrire un livre de halakha, parce que ça figerait d'un côté la réflexion, ça empêcherait à des nouvelles personnes de prendre comme si c'était tout blanc. D'un autre côté, ça permet de pousser une réflexion au-delà de ce qui a déjà été proposé. Donc cette réflexion, en tout cas même dans les textes de la Torah, c'est une réflexion qui revient régulièrement. Aurélien, tu m'as fait une transition, c'est exactement celle que à laquelle je voulais arriver. C'est ma troisième question, elle est double. Premièrement, quand est-ce qu'on a le temps d'écrire? Quand on est des parents et qu'on travaille. Et au-delà de ça, c'est sur le côté technique, mais je vais expliquer, pas le côté technique primaire, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'au départ, vous partez avec une histoire, ou est-ce qu'au départ, vous partez avec des thèmes? Il y a de nombreux thèmes, on va en parler après. Quels sont les nombreux thèmes qui ont été traités dans votre livre? Est-ce que c'est des thèmes qui vous portent et donc vous avez envie de les inscrire justement pour l'humanité, pour votre famille, pour vous-même, dans un livre? Et donc on a une histoire en parallèle et on va se débrouiller pour faire des ponts entre les deux? Ou est-ce que non, c'était une histoire parce qu'elle nous portait? Voilà, c'est une question qui se rejoint un petit peu, c'est le côté technique. Comment est-ce que ça naît, comment le génie se crée un petit peu dans votre cerveau de génie, justement? Le génie, je te laisse la parole. Alors le génie, c'est pas moi, mais c'est Aurélien, mais ça, personne ne le sait. Non, en fait, c'est une excellente question. Il y a une histoire que j'avais très envie de raconter, que j'ai élaborée avec des années et des années de psychanalyse. Et en fait, ça ne méritait pas un livre jusqu'à ce qu'il y ait des thèmes. C'est-à-dire que l'histoire, la petite histoire, en réalité, qui est plus ou moins, parce que là ça l'est plus du tout en fait, mais au démarrage, mon histoire, on va dire, elle intéresse évidemment pas beaucoup plus que moi, éventuellement Aurélien, et voilà. En revanche, quand on la triture, on la travaille, on la nourrit pendant beaucoup d'années et beaucoup de temps, on touche à des sujets et on les aborde en profondeur à tel point qu'on se dit qu'en fait ça peut intéresser d'autres et que peut-être qu'on touche à des choses qu'on partage avec beaucoup. Voilà.
et notamment dans les relations familiales, évidemment. Donc, encore une fois, les relations de ma famille n'intéressent personne d'autre que moi, mais quand on étudie ce qui préside à l'évolution d'un être et au fait qu'il trouve sa place, et qu'on arrive vraiment à décortiquer, ou en tout cas on pense arriver à décortiquer vraiment ce qui s'est passé entre ce qui était déterminé et puis ce qui finalement va advenir en termes de liberté de l'individu, et bien là on se dit que peut-être qu'on touche à des thématiques d'abord qui nous sont très très chères à Aurélien et moi, qu'on a envie de transmettre à nos enfants, et qui peut-être pourraient intéresser d'autres. Mais par contre, je crois qu'il n'y a pas de... dans la construction du texte, il n'y a pas quelque chose d'artificiel. C'est-à-dire, on n'a pas mis sur un papier les thématiques qu'on aurait envie d'aborder. C'est le contraire. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a écrit ce livre qu'on a eu envie d'aller à Auschwitz. C'est pas vrai. C'est parce qu'on a écrit ce livre qu'on a eu la possibilité d'aller à Auschwitz. Parce qu'on avait abordé des thématiques qui étaient des thématiques notamment de nos histoires respectives. On est allé au Maroc, on est allé en Pologne, et je pense que il n'y a pas quelque chose d'artificiel. Pareil pour la danse, qui est quelque chose qui est très présent dans le livre. Ça s'est imposé dès le départ, pour plein de raisons. Parce que Maud adore la danse, parce que la danse c'est le corps, et c'est l'expression du corps. Donc il n'y a rien eu d'artificiel. Maintenant sur la question un peu technique aussi, en réalité là c'est une technique qu'on a acquis au fur et à mesure de l'écriture. On a appris à devenir écrivain, si tant est qu'on l'est en écrivant. Et donc oui, il y a une certaine méthode de travail quand même, c'est-à-dire que quand on veut faire une histoire, il faut déjà connaître l'histoire, même si au fur et à mesure elle va prendre son autonomie, les personnages vont prendre des directions auxquelles nous, les parents de ces héros-là, on ne s'y attendait pas forcément, parce que l'écriture nous mène vers d'autres destinations. Mais oui, il y a d'abord un travail on appelle un chemin de fer, hein, c'est-à-dire on décrit un petit peu les différentes étapes du livre, et puis là-dessus c'est greffé nos innombrables discussions qui sont venues enrichir finalement ce chemin de fer de tout un tas de costumes différents, de coutumes, d'histoires, de personnages, et donc le roman s'est étoffé au fur et à mesure des conversations et de l'écriture. Donc c'est un travail assez compliqué, parce qu'à la fois il y a vraiment une certaine rigueur, et puis évidemment il y a du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est nécessaire de laisser la plume s'exprimer, de ne pas brider ses émotions, un peu comme en psychanalyse, il y a un peu de libre association, et puis c'est important de laisser ce champ-là, parce que sinon on a un objet qui peut être très policé, mais qui est parfois un peu plus ennuyeux. Donc là l'idée c'était vraiment d'être à la fois dans cet équilibre entre à la fois les émotions et laisser parler les choses, et en même temps avoir une construction qui soit pertinente, parce que l'objet c'est qu'à la fin ça soit lu. Donc si ça doit être lu, c'est qu'il doit y avoir une construction logique, il doit y avoir des émotions qui sont susciter des émotions, c'est pas tout de les ressentir, il faut aussi savoir comment les mener pour les faire monter. Donc tout ça c'est des choses qu'on a appris au fur et à mesure, mais qui sont de l'ordre à la fois de la technique, du lâcher-prise et du savant mélange entre les deux. Super. Alors, de mon point de vue, on a élaboré la réflexion sur le pourquoi, le comment, donc je vais, avec votre permission, commencer un petit peu à rentrer dans le corps du texte avec une question très ciblée à mon cher ami Aurélien. Une des thématiques très fortes de ce livre, alors je ne sais pas quel mot il faut utiliser, hein, la libération, la liberté de la femme, l'émancipation, je ne sais pas quel est le mot le plus juste que tu... Est-ce que à ce moment-là, au moment où tu lui proposes, justement, en plus tu nous as dit que c'est toi qui lui as proposé ce livre, à un moment, quand tu te retrouves, cher Aurélien, avec un devoir d'écrire un livre sur l'émancipation de la femme, ou de sa volonté de liberté, cette non-mise en orbite de la femme lors de la Choupa, on en reparlera. Est-ce que du coup, tu sens que tu touches à une bombe atomique potentiellement, ou tu l'as découvert après? J'adore ta question. J'aurais envie de laisser Maud répondre en premier, mais je vais juste dire non, j'ai pas du tout j'ai eu aucune peur.
j'ai pas du tout eu peur, j'ai pas senti de danger parce qu'il n'y avait pas de danger. C'est très intéressant de se poser la question du danger, parce que moi j'ai vu Maud évoluer au cours des 20 dernières années. J'ai vu cette liberté surgir. Je me suis pas, et je pense que c'est grâce à elle, je me suis jamais senti en danger. Mais je pense que c'est très important parce que c'est des choses qui peuvent parfois se retrouver dans les couples. Effectivement, elle a pris une trajectoire qui n'était pas une trajectoire que moi j'ai décidé. C'était pas, et je trouve que c'est normal, mais on peut être amené à en discuter. Et moi j'étais très observateur, de la même manière que Samuel dans le livre est très observateur de ce qui se passe chez Anna. Et j'ai pas eu envie d'intervenir, mais j'ai jamais eu peur du tout. Mais peut-être que j'ai eu la chance aussi. Peur d'en traiter, de traiter, non plus. Même non, de traiter. De le vivre, c'est une chose. Peur de le traiter, non plus. De le traiter, non, mais parce que c'est pas. En fait, j'ai pas traité seul quelque chose, puisqu'on l'a écrit. On était tout le temps en train de parler de tous les sujets. Donc, mais moi, j'avais envie de décrire ça parce que moi, j'ai été un observateur privilégié pour regarder cette nécessité de sortir de l'orbite, d'avoir c'est comme un vaisseau spatial, hein, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné un réacteur qui permette de lutter contre la gravité pour s'extraire d'une orbite. Ça nécessite du travail, ça nécessite de la force, ça nécessite de ne pas avoir trop peur non plus de s'aventurer dans le cosmos. Et on va s'arrêter là pour la métaphore. Mais non, moi j'ai vraiment pas eu peur, je pense que c'est vraiment grâce à Maud. Mais effectivement, c'est vrai qu'on touche à quelque chose qui, dans un couple, peut fragiliser éventuellement un équilibre. Puisqu'il y a peut-être des conditions initiales, et si après les conditions changent, ben, parfois ça peut poser des difficultés. Mais bon, c'est vrai dans tous les couples. En fait, on se marie, et moi j'ai toujours tendance à dire que quand on se marie, on est un peu aveugle. On a 20 ans, on a parfois un peu plus. Oui, enfin l'amour est aveugle, je sais pas, mais en tout cas le mariage, je trouve, parce qu'on est tout jeune, on ne sait pas qui on est. Et donc si on ne sait pas qui on est, a fortiori, on ne peut pas trop savoir qui l'autre est. Et on y va, et il faut avoir un peu de chance quand même aussi. Hein. Donc ça se travaille, hein, c'est sûr. Tu as sûrement l'habitude d'accompagner des gens qui y travaillent. Et c'est beau de voir que certains s'accrochent, mais il faut aussi avoir quand même, moi je trouve, de la chance. Et il se trouve que nous, on en a pas mal. Parce que quand on s'est trouvé, on a trouvé que les choses étaient évidentes. Et 20 ans après, elles le sont encore, alors qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais encore une fois, c'est le cas chez tout le monde. On prend des trajectoires, ça fait peur de voir l'autre prendre un chemin qu'on n'avait pas envisagé. Encore une fois, je pense que c'est le cas dans tous les couples, pour tous les individus. Moi, j'ai eu une chance, c'est que quand j'ai pris le volant de mon véhicule qui avançait un petit peu sur une route toute tracée, on va dire ça comme ça, j'ai eu à côté de moi quelqu'un qui n'a pas eu peur. Et je le dois probablement à beaucoup d'éléments, notamment peut-être à mes beaux-parents, qui ont sécurisé beaucoup leur fils. C'est quelqu'un qui doute pas, qui n'a pas peur dans la vie, qui avance sans se dire que le pire est à venir. Et donc, il a observé, en effet, assez sereinement. J'ai perçu ça, et ça m'a aussi beaucoup rassurée, parce que moi-même, je n'avais pas trop où j'allais. Donc voilà, il y a ça. Et puis, il y a plus encore que ça sur le parcours de l'émancipation féminine, on va dire. Il y a dans notre culture, et dans la mienne aussi, un schéma très patriarcal. Moi, j'ai grandi dans une famille, et dans une communauté, et dans une société, et dans un pays patriarcal, où les hommes sont les chefs de famille, sont les décideurs, et où parfois il est compliqué d'évoluer quand on est une femme qui a envie d'être à égalité. Alors moins dans ma génération, hein, le boulot il a déjà bien été fait, hein, donc je ne vais pas non plus me lancer trop de fleurs, mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce schéma patriarcal,
il y a cette volonté de prendre un chemin qui finalement n'est pas... Alors, j'ai pas fait de révolution, hein, j'ai pas pris non plus... voilà, faire des études dans ma génération, c'est pas quelque chose de très original. Avoir un métier et travailler tout en faisant des enfants, c'est pas quelque chose de très original. Ce qu'il est un tout petit peu plus, c'est peut-être de s'octroyer cette liberté dont on parle beaucoup dans le livre, et de le faire sans être forcément accompagné par un prince charmant qui vient nous sauver sur son cheval blanc quand on a des difficultés. Et c'est là que... C'est beau. Et c'est là qu'Aurélien a été héroïque, parce que moi, je voulais bien le cheval blanc à des moments. Et je l'ai demandé, et il m'a dit non. Et je pense que ça a été vraiment le point extrêmement fort. C'est non seulement voilà, la sécurité, la sérénité, mais surtout, débrouille-toi ma grande, t'es la seule à conduire le véhicule et je vais pas conduire à ta place. Et ça, en effet, c'est une grande chance qu'il m'a donnée. Bon, sur le moment, c'était pas forcément... c'est pas toujours... Non, mais c'est... Mais là, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est en quoi est-ce que c'est dangereux que de laisser à la femme la possibilité de tracer sa trajectoire? Tu as l'air de dire que c'était quelque chose qu'il y avait une bombe atomique. C'était quoi l'idée? Alors, je te laisse le soin d'aller un peu plus loin. Je reprends. Ce que je dis, c'est que dans ma question, justement, j'ai réfléchi à quel mot j'allais utiliser. Liberté, émancipation. Aujourd'hui, dans un monde où je ne suis pas très au fait des mots utilisés, les mots ils sont tout de suite stigmatisés très souvent, et donc du coup tu as utilisé le mot émancipation, mais en fait c'est égalité qu'il fallait utiliser. Donc c'est sur ce point de vue que je parlais. Quand tu te mets à écrire en tant qu'homme sur l'émancipation, la volonté de liberté de la femme, tu prends le risque, tu te mets en danger, c'est plus ça. Dans l'écriture, dans le domaine de l'écriture, tu prends le risque, finalement, justement, encore une fois, c'est l'homme qui vient décrire l'émancipation de la femme, tu t'imagines? Donc c'est comme les hommes qui décident de ce qui se passe lorsqu'une femme, dans les lois, etc. Donc, à nous, c'est sur ce point de vue-là, surtout, non, j'ai pas de problème avec l'émancipation, mais sur l'écriture de l'émancipation, c'est déjà plus dur. Alors, en termes tu cherchais le terme, ça s'appelle le mansplaining. Voilà, tu vois. Le mansplaining, non, alors, non, effectivement, il n'y a pas... je porte pas la voix, c'est vraiment quelque chose c'est une voix qui est très mixte, en fait, dans ce propos-là. Mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement quand on nous pose des questions, parce qu'à la fois, on nous dit « Ah, ben il y a quelque chose de féministe dans le livre, et en même temps, il y a quelque chose d'un féminisme qui n'est pas le féminisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est un féminisme dans lequel, voilà, simplement, ce qu'on peut espérer de mieux pour chacun, c'est de pouvoir suivre sa trajectoire, de pouvoir continuer à être libre, et ça, je pense que personne ne va aller dire le contraire. Et c'est absolument pas un livre ou un brûlot contre le patriarcat, puisque dans le livre, je crois que c'est quelque chose qui construit, qui est très identitaire pour les protagonistes. Voilà, c'est un papa, c'est important aussi. Enfin, je veux dire, donc c'est quelque chose. Donc c'est un féminisme un peu particulier, peut-être un peu à l'ancienne, ou en tout cas, on n'est pas non plus tombé dans abat le patriarcat. Pas du tout. C'est un livre dans lequel, voilà, le papa a une place. C'est un danseur étoile. C'est quelqu'un qui prie intensément. Abat le patriarcat, c'est un pléonasme. C'est bon. On t'a suivi, bien sûr. Et fais-le dans le micro, Non. Moi, j'ai mis du temps. C'est pas utile. J'ai mis du temps à comprendre. Abba le patriarcat. Abba veut dire papa. Voilà, c'est ça. En hébreu. Voilà. Non, mais en fait, oui. Alors, le féminisme, je suis pas sûre en réalité que ce soit un thème qui soit vraiment dans le livre. C'est vraiment un parcours de femme, ça oui. Un parcours de femme dans un clan d'hommes, avec les difficultés que ça peut représenter pour se faire une place, mais de femmes très marquées par le DIP, quand même, et d'une femme qui aime vraiment les hommes. Alors que le féminisme actuel, on s'en éloigne parfois. Moi, j'adhère pas trop. J'avoue. Alors,
Tout à l'heure, Maud a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui est très juste. Qui est qu'à 20 ans, quand on se marie, on est encore très jeune, on ne se connaît pas du tout, on connaît encore moins son conjoint, et pourtant, on est en train d'écrire un contrat pour 80 ans, 90 ans, et c'est très fort. Et du coup, même si, ça veut dire dans votre livre, justement, alors encore une fois, on n'est pas dans du spoil, on ne va pas spoiler du tout, mais il y a une thématique que vous avez développée. Alors bien sûr, j'ai été sensible en tant que rabbin, mais que vous avez développé sur le mariage, et vous avez utilisé la même métaphore pour parler de ce chemin qui s'écrit par cette chère Anna dans son domaine du travail, qui est les 7 tours de la mariée autour du marié au moment de la roupa, au moment sous le dé nuptial. Et cette idée un petit peu de cette mise en orbite, comme ça, et donc cette sortie de mise en orbite, donc tu parlais justement de cette sortie de mise en orbite pour cette fusée, c'est incroyable, mais c'est intéressant, j'ai trouvé ça intéressant, mais si vous avez envie de développer, j'ai trouvé ça intéressant que finalement cette comparaison sur ce tour de la femme autour de l'homme, vous l'ayez utilisé dans le domaine du mariage, et aussi dans le domaine religieux, en plus c'est quelque chose de religieux, et vous avez utilisé cette métaphore pour parler de cette envie, lors de cette réunion à l'Opéra Garnier, une réunion importante, Anna elle est là, et elle se voit être enfermée entre ces sept tours, et elle décide d'en sortir d'une manière victorieuse, et d'une manière où elle fait son chemin. Alors, est-ce que c'est réfléchi, cette idée que finalement, on reproduit beaucoup les choses, le mariage, et votre vision du mariage, est-ce que c'est quelque chose, et de cette association entre l'homme et la femme, c'est quelque chose que l'on retrouve comme ça, et que l'on reproduit, et c'est intéressant de ces tours, que l'on va reproduire régulièrement. Est-ce que, forcément, derrière cette image, il y avait quelque chose qui empêche, donc là je parle à la femme qui a fait ces tours sous la roupa. Est-ce que réellement il y a quelque chose dans une symbolique est-ce qu'il existe des symboliques qui rabaissent entre guillemets ou qui enferment la femme dans cette démarche, et est-ce que on la voit se reproduire à différents moments dans sa vie? C'est une difficile question. Moi j'ai vu le rituel du mariage plutôt comme quelque chose qui traverse les âges, pour lesquels, à l'époque où on s'est marié, je me suis posé beaucoup de questions sur le symbolisme. Aujourd'hui, je me les poserai peut-être moins, parce que finalement, ce que j'ai ressenti sous cette roupa, quand j'ai fait les 7 tours, après m'être demandé est-ce que le mikvé, est-ce que les tours, est-ce que le contrat unilatéral et les cours de mariage et la nida et pourquoi, et j'étais très rebelle. C'était heureusement que je suis tombée sur le rabbin Gutman qui a été merveilleux de bout en bout, qui m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment. Mais aujourd'hui, je crois que en réalité, ce que j'ai ressenti sous la roupa une fois que j'y étais, le plus profondément en fait, c'est que le rituel qui était en train de s'opérer était celui qu'avait fait aussi la génération d'avant, et encore d'avant, et encore d'avant, et probablement encore bien longtemps avant. Et ça, c'était d'une puissance extraordinaire. Et du coup, alors j'ai pas envie de dire non plus que peu importe le rituel, mais en tout cas, le fait que ce rituel-là ait traversé les âges, ça m'a énormément porté, et c'est ce qui a donné le plus de sens à ce mariage religieux, en tout cas me concernant. Qu'est-ce que tu m'as posé comme question ? Le parallèle avec est-ce que ce qui s'est passé lors de ton mariage, est-ce que tu le retrouves aussi? Alors, ce qu'on a fait comme parallèle déjà dans le livre, que je trouvais très intéressant, c'est cette histoire d'orbite. Donc, on tourne autour de son mari, on tisse les liens du mariage. Bon, je ne vais pas dévoiler trop le contenu du livre, mais c'est aussi en tout cas une manière de sortir de l'orbite
de son père. Alors là, ça fait un peu vieux jeu, parce que pour le coup, c'est pas très féministe comme discours, mais c'est ce qu'elle ressent, Anna. Quand elle tourne autour de son mari, elle se dit qu'elle elle sort d'une autre orbite, et elle entre en fait dans une autre famille. C'est ça qui se passe aussi dans le mariage. Donc oui, les symboliques sont nombreuses par rapport à ces tours. Il y a un autre moment où il y a une autre scène de mariage dans le livre qui se passe bien antérieurement, plusieurs générations avant. Je crois que je ne vais pas révéler plus que ça, si. Tu veux prendre le relais? Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette... alors, je ne sais pas ce que... Nous, on avait vraiment une dimension plutôt très, très belle de ce rituel. Il n'y a pas l'idée de dire qu'il y a quelque chose d'enfermant ou de dégradant dans le fait de tourner autour. Par contre, ça on avait eu l'occasion d'en discuter, je crois qu'il y a quelque chose dans une forme de chorégraphie rituelle qui se transmet. Il y a un sens qui nous échappe. Alors, on peut dire que c'est un sens divin, ou on peut dire que c'est un sens qui est transmis par la sagesse des générations en génération, mais il y a quelque chose, effectivement, qu'on peut transposer à plein d'éléments de la vie, de tourner autour, de tisser, d'envelopper ou d'enfermer, de faire un cocon pour pouvoir en sortir. Enfin, c'est vrai que c'est une métaphore qu'on a peut-être réutilisée dans le roman au fur et à mesure, pas forcément dans la même dynamique, mais parce que ce sont des choses fortes, hein, même casser un verre, c'est fort aussi. C'est ça la force aussi du symbolisme et des choses qui nous attachent à la tradition et qu'on veut transmettre, c'est qu'il y a dans ces gestes-là, qui sont aussi des gestes de danse, hein, faire un manège autour de quelqu'un, c'est aussi une forme de chorégraphie, tout dépend si on le fait sur la pointe, ou si on le fait en ballerine, ou si on le fait en robe de mariée, mais c'est une forme de mise en mouvement qui porte un sens, qu'on a parfois du mal à comprendre. Quand on a 21 ans, Maud, elle savait qu'elle avait envie de faire ça, parce qu'elle savait que c'était un rituel qui appartenait à son histoire, et son histoire, c'est une histoire à trous, c'est une histoire dans laquelle on avait envie de remettre du sens, de remettre de l'action, de remettre du mouvement, et donc à cet instant T, c'était ça que ça voulait dire. Et après, avec le temps, avec la réflexion, avec les discussions, avec le travail qu'elle a fait, eh bien, effectivement, ça prend une dimension différente. Tantôt ça tisse, tantôt ça couvre, tantôt ça enrobe, tantôt ça permet d'échapper à une autre trajectoire. Donc, oui, c'est sûr que notamment le rituel du mariage, mais je crois que dans le livre, il y a aussi d'autres rituels juifs qui interviennent, sont des éléments qui, pour nous, font partie de notre histoire et de notre identité, encore une fois, et on ne pouvait pas écrire quelque chose qui nous inspire, qui parle de nous, sans parler aussi de cette tradition-là et de la place du judaïsme de manière un peu plus globale. Magnifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement dans le rituel du mariage, et c'est pour ça que ça m'a interpellé, c'est que finalement le côté technique, et j'ai envie de dire basique, au ras des pâquerettes, parce que c'est le mari qui le fait. Une demande en mariage, un contrat, bon. Et toute la dimension incroyable qui se crée, tout ce qui se tisse, ces deux âmes qui se lient, qui redeviennent un petit peu, qui ne font plus qu'un. On se rappelle que l'homme originel, il était les deux, il était homme et femme, et finalement il a été séparé. Le mariage nous ramène à cette unicité de l'être humain, de Adam, de la création de Dieu. C'est par le mariage. Cette partie-là, qui montre que c'est 7 cieux, que les sages nous disent qu'il y a 7 cieux, que Dieu a créé 7 cieux, et ben, c'est en 7 jours en plus, et ben c'est la femme qui elle est beaucoup plus dans la profondeur, qui elle va créer cette dimension du mariage avec ces tours-là. Et donc c'est pour cette raison que j'y voyais quelque chose de si profond et si grandiose que seule la femme est capable de faire. C'était très intéressant que finalement on puisse le voir et le revoir dans l'écriture de son histoire. Alors on va encore un petit peu défricher un petit peu les thèmes qui sont traités dans le livre. Alors je vais vous donner des thèmes et ce que vous avez envie de choper et développer, vous le faites bien entendu. Alors on parle bien entendu de filiation. On parle un petit peu de la Shoah, on parle de la famille, c'est très important, de la danse, de la transmission, on parle aussi du mariage, on parle un petit peu aussi de la Brit Mila, on parle du travail, on parle du couple, mais d'un autre côté, c'est pas une autobiographie, mais le couple,
il est très, pas énigmatique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas énormément développé. Il y a des discussions, c'est très beau, mais d'un autre côté, vous avez gardé une forme de pudeur dans ce couple qui est tout à leur honneur. On ne voit pas Samuel s'effacer, mais on le voit exister, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe. Tous ces thèmes-là, à nouveau, qui se sont, comme vous l'avez expliqué au début, qui se sont greffés au fur et à mesure d'une histoire et que vous étiez très content de pouvoir les développer, ben, j'aimerais vous entendre en parler. Vous choisissez le thème que vous voulez, chacun, et vous celui qui vous a le plus porté, celui que vous avez le plus envie de transmettre à votre auditoire, à vos lecteurs, à votre famille. Voilà, vous choisissez et vous nous en parlez. Alors il y a beaucoup de choses, effectivement. Je pense que je laisserai la danse à Maud quand même, parce qu'elle en parlera mieux que moi. Il y a la thématique du corps aussi. Hein, le corps qui est quand même un corps qui est présent tout au long du livre. Alors je vais peut-être quand même vous faire un tout petit peu l'histoire quand même, parce que là on parle beaucoup de choses un peu énigmatiques. C'est une histoire qui se déroule sur au moins 2 temporalités. Au début du livre, on prend connaissance de 2 amis, Lazare et Émile. Lazare, c'est le fils du concierge de l'Opéra Garnier. C'est le concierge de l'Opéra Garnier, c'est un personnage important, c'est pas juste un concierge. C'est quelqu'un qui va en plus avoir de l'importance du fait des relations qu'il bâtissait avec les artistes et les gens du monde. Donc on a d'un côté, en 1941, Lazare et Émile, qui est un petit enfant juif, et ce sont 2 amis qui, au lieu de s'amuser dans les rues de Paris ou dans la cour de récréation, leur terrain de jeu, c'est l'Opéra Garnier. Puisque Émile, lui, son papa, il est couturier à l'atelier du Flou, c'est-à-dire c'est là où on fabrique les costumes pour l'opéra. Et donc vous imaginez bien que c'est pas tout à fait pareil de grandir, dans un palais. On se prend forcément pour un roi quand on grandit dans un palais et qu'on joue dans un palais. Et puis en plus c'est un lieu qui est pas n'importe quel lieu, l'Opéra Garnier, c'est un lieu qui porte une histoire, c'est un lieu qui a une forme de majestuosité, qui est très doré, qui est très dans l'excès, mais qui à la fois est éblouissant. Et l'Opéra Garnier d'ailleurs va avoir un rôle, puisque pendant l'occupation, il va se passer des choses aussi à l'opéra, il va y avoir des actes de résistance, il va y avoir une utilisation de l'opéra et du répertoire lyrique à des fins politiques aussi pour le régime nazi. Donc c'est un lieu emblématique, ça c'est l'histoire qui se passe en 1941. Et puis on va retrouver pas mal d'années plus tard Anna, qui est la petite fille de Lazare, qui est le concierge de l'opéra, et qui a donné naissance à tout un clan, dont le père d'Anna, qui est Paris, qui est un grand danseur étoile, peut-être le plus grand danseur étoile qui ait jamais existé. Et puis on va suivre ensuite les aventures d'Anna, qui va essayer justement de quitter un petit peu ce déterminisme dans lequel elle était enfermée, d'être la maquilleuse en chef de l'opéra, pour essayer elle aussi d'avoir sa propre autonomie. Elle va trouver son autonomie en essayant d'organiser le 150e anniversaire qui aura lieu l'année prochaine de l'Opéra Garnier. Voilà, ça c'était juste pour vous dresser un peu le tableau. Et donc ça se passe dans le milieu de la danse, ça se passe dans un milieu d'hommes, ça se passe aussi dans le milieu de l'art, et ça c'est quelque chose qui aussi pour nous était important, de discuter c'est rythmé, hein, il y a 4 actes. Le premier acte, je peux dire un peu juste le titre, comme ça vous voyez un peu le premier acte, c'est le Sacre du printemps. Le deuxième acte, c'est Salomé. Le troisième acte, c'est le Lac des Cygnes. Et le quatrième acte, c'est le Boléro. Donc on va être bercé de musique. Et avant de laisser la parole à moi, peut-être justement la place de la musique et de la danse. Mais la danse, je vais laisser parler. Mais la musique, c'est quelque chose on a beaucoup écouté de musique pendant l'écriture du livre, tout simplement parce que c'est important dans le rythme des mots, dans la syntaxe, de suivre quelque chose qui nous échappe. Et là aussi, la musique, c'est comme l'écriture. Il ne faut pas croire que la musique, c'est juste quelque chose de beau, d'agréable à écouter, mais ça, c'est moi qui le dis, mais je ne suis rien. Tout le monde, toutes les personnes qui s'y connaissent, voilà. Il y a quelque chose, comme dans la danse, qui est véhiculé par la musique. Il y a un sens. La musique, on ne peut pas demander à ChatGPT
de construire de la musique. Parce que la musique, ça va être fait par un ou une compositrice ou compositeur qui va mettre quelque chose de son histoire. Là aussi, on est dans du rituel, on est dans de la chorégraphie. C'est pas de la chorégraphie dansée, mais c'est de la chorégraphie jouée. Et donc, on a eu besoin de beaucoup écouter de la musique, et notamment le boléro, qu'on a écouté une paire de fois. Voilà, ça c'était juste pour vous donner un peu quelques éléments et d'histoire et du répertoire un peu lyrique ou chorégraphique. Ouais, et alors ce qu'on a voulu faire aussi, c'est mêler la petite histoire et la grande histoire. Donc on a l'histoire d'Anna, vous l'avez compris, qui est une personne qui va essayer de trouver son chemin. Mais pour ce faire, il va bien évidemment falloir qu'elle aille voir ce qui s'est passé avant. Et en fait, elle porte sur ses épaules le poids d'une histoire, comme nous tous surtout dans cette salle probablement, mais tout individu évidemment. Poids de l'histoire qui a un rôle, qui a un impact évidemment sur la trajectoire, et qui a aussi un impact sur le corps. Et parfois même l'histoire qu'on ne connaît pas, puisque bien sûr il y a l'histoire qu'on connaît, et puis il y a celle qu'on ignore. Il y a les secrets de famille, il y a aussi les trous dans l'histoire, et moi j'en ai beaucoup. Donc voilà, ça m'a beaucoup intéressée, de pouvoir, moi qui ai toujours pensé que j'avais une histoire à trous, comme tout le monde d'ailleurs là aussi. Alors bien sûr que la Shoah, ça génère des énormes trous dans le puzzle, mais en fait personne ne connaît réellement sur plusieurs générations et précisément l'histoire de sa famille. Chez moi, c'est très présent, mais l'écriture, ça permet en fait aussi un petit peu de remplir les trous. Alors avec l'imagination, bien sûr, parfois sur une simple phrase qui se transmet dans la famille d'un ancêtre qui a fait Verdun et qui a survécu alors que tout son régiment est mort, et bien là-dessus on écrit. Et c'est assez magique parce qu'en fait on a l'impression de donner un peu vie à des personnes qu'on n'a pas connues, à une histoire dont on ne sait que très 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 peu de choses, et puis finalement en allant sur place, en allant à Verdun, en s'imaginant, en se projetant, en se demandant ce qui a bien pu se passer, et ben on arrive à écrire en tout cas, alors peut-être pas sa propre histoire, mais en tout cas à écrire une histoire. Et on s'est beaucoup documenté pour le faire. Il y a tout un passage sur la rafle du Veldiv notamment. Là, c'est pas du tout inventé, vous imaginez bien. On a beaucoup lu. C'était hyper intéressant à faire. C'est vrai que c'est que après que l'on a été en Pologne. On aurait pu le faire pendant l'écriture, ça aurait été sûrement très intéressant. Mais voilà, ça a ouvert des possibles. Vraiment, l'écriture, ça permet ça. Et par rapport justement à ces trous dans l'histoire, ou alors à la rafle du Veldiv, ou alors à Verdun, là aussi, quand je parlais d'écrire, qu'est-ce que ça change? C'est des histoires qu'on connaît. Alors, même Auschwitz, Birkenau, c'est des choses qu'on connaît. Mais le fait d'y aller, ou le fait de passer du temps à écrire dessus, à se projeter, parce que quand on écrit, on se projette. Voilà, dans l'histoire de Maud, il y a une vague idée de l'arrière-grand-père qui était issu d'une fratrie de 7 ou du 8 à Amsterdam, et ils sont tous morts dans un incendie. Il y en a un seul qui a survécu, c'était l'arrière-grand-père. Bon, on connaît cette histoire, on se dit ok, mais quand on l'écrit, qu'on donne corps aux gens, bien sûr que c'est faux, c'est pas une description qui est juste, qui colle à la réalité, mais on prend la mesure et on a le vertige de considérer non pas ça comme une histoire, mais comme des individus, même si c'est un peu la magie de la littérature, ça peut être aussi le danger, donc il faut y faire attention, il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités, mais en revanche, ça permet de charpenter ce qui est parfois simplement des bribes d'histoire qui nous appartiennent. Et je rebondis encore sur Auschwitz. On a tous beaucoup lu, on a tous vu des films, on a tous, surtout quand on est juif, mais le fait d'y aller, le fait de toucher du doigt, le fait de toucher la terre, le fait de toucher les barbelés, moi je me souviens avoir touché les barbelés, c'est des choses qui donnent beaucoup plus de corps. Et ça, c'est aussi, l'écriture permet, le voyage aussi le permet, mais ça fait partie des actes qui permettent de charpenter une histoire et de ne pas la laisser simplement comme des idées, mais bien comme quelque chose qui constitue une réalité, quand bien même les personnages qu'on a pu écrire
sont probablement un peu différents, même totalement différents, même s'ils ont une part totalement inventée. Pour nous, en tout cas, dans notre histoire et probablement dans ce qu'on va transmettre, maintenant, dorénavant, ces individus, ils existent. Même si on les imagine différemment de ce qu'ils étaient probablement, qu'on leur prête même peut-être des intentions qu'ils n'ont jamais eues. On pourrait se dire c'est horrible, on ne peut pas prêter des choses, c'est du mensonge, on n'a pas le droit. Mais en tout cas, pour nous et pour ce qu'on va transmettre, ça fait passer les individus et l'histoire à l'état de mythe à la réalité, même si je comprends bien qu'on en est encore assez loin. Alors, il y a énormément de douceur. Quand vous écoutez énormément de douceur, quand vous avez lu, on voit aussi beaucoup de douceur. Et pourtant, il y a à plusieurs reprises dans le livre, il y a une part obscure. Alors, on parle du Dibouk, on parle de Salomé, on parle... alors, moi c'est une question presque psychanalyste que j'ai envie de poser. C'était important pour vous de mettre ce... Voilà, tu parlais d'écrire. Et quand on écrit, ça donne une existence. C'est important pour vous que et c'est intéressant que cette noirceur, elle s'exprime sur l'imaginaire, sur quelque chose qui n'est pas dans la réalité. Cette noirceur devait faire partie, à part la noirceur de l'écrit, de l'histoire, qui est déjà parfois douloureuse ou sensible, il devait y avoir encore une dimension inventée pour s'exprimer. Alors on la voit, en vous côtoyant, on ne la voit pas, cette noirceur, mais du coup elle apparaît dans le livre. Et c'était intéressant parce qu'elle revient à plusieurs reprises, cette noirceur. Mais du coup, alors, je ne suis pas du tout psychanalyste, mais c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui vous a porté. Vous avez eu envie de le porter, et donc je voulais savoir si vous voulez en parler. Oui, c'est intéressant. Alors, en fait, c'est la manière qu'on a eue, nous, de matérialiser la violence qu'on a en soi. Pareil, tout un chacun, en réalité. Et notamment dans les relations familiales. On a tous des moments, des réunions de famille où on aurait envie d'envoyer valser la table entière avec tout ce qu'il y a dessus. Et bien, dans le livre, on peut. Et donc, quand on s'octroie le luxe d'écrire un roman, on a le droit d'envoyer tout balader et de tuer tout le monde. Alors, bien sûr, c'est fantasmé, et ça l'est dans le livre aussi, parce que, voilà, on ne bascule pas non plus dans la violence. Mais la violence du clan, qui est quand même un des sujets majeurs du livre, il fallait qu'elle puisse se matérialiser quelque part. Et pas dans les pensées des personnages, parce que c'est compliqué d'écrire les pensées des personnages. Donc on les a fait exister par de la violence fantasmée. Et c'est assez libérateur de pouvoir faire ça. Alors oui, effectivement, je pense qu'on a tout un chacun de la violence, et c'est important de pouvoir en faire quelque chose. Et je pense que c'est mieux de pouvoir en faire des livres et de pouvoir même la parler, même pas forcément d'en faire un livre, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a on n'a pas parlé un peu dans le pitch du livre, mais il y a un élément d'une très grande violence qui vient marquer le début de la métamorphose d'Anna, qui est quand même un suicide. Donc c'est quelque chose qui là n'est pas fantasmé, c'est l'irruption de la violence la plus terrible dans la vie d'un individu. Et après, oui, c'est comme une ligne de faille, quelque chose qui va lézarder tout le clan, qui va lézarder toute l'histoire, toutes les générations, dans les deux sens, vers l'avant et vers l'arrière. Et donc, il faut cohabiter avec un monde violent. Donc, comment cohabiter avec la violence, si ce n'est en la poétisant plutôt qu'en l'intériorisant, ou plutôt, encore pire, en l'extériorisant dans les relations concrètes. Cette violence, elle existe. Je pense que c'est une noirceur. Moi, je sais que moi, j'ai quelque chose que j'aime bien faire dans l'écriture, c'est de laisser libre cours à cette possibilité-là de dire les choses. Parce que à partir du moment où les choses sont dites, c'est moins grave que de pas les dire et de les penser très fort, et que ça influence les relations. Donc oui, mais c'est vrai qu'il y a une forme de noirceur. C'est une noirceur qui est aussi assumée, mais qui vient faire écho à un monde
à sa charge de violence. Que dire aujourd'hui, on peine à dire quoi que ce soit de pertinent, tant la violence qui nous est tombée dessus il y a quelques mois maintenant est encore des années-lumière de tout ce qu'on pourrait imaginer. Bah, cette violence-là, oui, elle est présente dans le clan, elle est présente dans le judaïsme, elle est présente en Pologne, elle était présente pendant la Shoah, elle était présente pendant les pogroms dont on parle aussi avant. C'est une violence qui a émaillé notre histoire, voilà, c'est une manière c'est un peu un exutoire, une manière de l'extérioriser, mais de manière poétique, et puis de manière aussi où l'idée c'est qu'il y a un sens derrière, mais oui, filer un coup de pelle à un moment donné à quelqu'un, c'est quelque chose qui fait du bien tant qu'il y a toujours un petit peu ce décalage d'humour aussi, et cette idée où on est vraiment juste dans du fantasme, et bien évidemment que la violence ne doit pas faire éruption jamais dans la réalité, sous une forme ou sous une autre, mais voilà, il faut trouver des petites... comme quand la vapeur s'échappe de temps en temps de la cocotte. Alors on va rester dans le même registre, et on va se demander maintenant, une fois que le livre a été écrit, est-ce qu'en tant que parent, vous dites vraiment, ouais, c'est un livre, j'aurais pas peur de le montrer. Est-ce qu'on assume la totalité de cette liberté, de ce clan qui est si dur, alors que ça veut dire que vos parents, ils sont sûrement tous adorables. Donc est-ce que... Il parle du coup. Et donc, est-ce que du coup, en tant que parent, c'est intéressant de se dire, tiens, il va y avoir un livre dans lequel il y a un clan qui est exprimé, ça se trouve, alors encore une fois, c'est pas de l'autobiographie, mais c'est quelque chose qui, entre guillemets, y ressemble. Et du coup, on se dit, mais tiens, en fait, je te donne peut-être un mode d'emploi, mes chers enfants, je vous donne un mode d'emploi, et dans les remerciements, vous leur dites d'aller faire briller, vous leur proposez de faire briller leur propre étoile, en s'inspirant de vos étoiles à vous. Et du coup, est-ce que, voilà, en tant que parent, et qu'on est dans l'imaginaire, c'est intéressant de se poser, quand on est face à l'ordinateur et qu'on commence à écrire, on se dit, non mais ça je voudrais pas que mon fils lise, ou ma fille, etc. Ces interrogations, j'aimerais bien les partager avec vous. Alors non, je ne l'ai pas dit à aucun moment, je crois, parce qu'en fait ce livre, il est vraiment pour eux. C'est-à-dire que oui, on assume chaque ligne, ils les liront ou pas, hein, d'ailleurs, mais avec sûrement... alors on constate aussi que quand on écrit, on met une intention, et puis en fait le lecteur, il en voit une autre. Donc ça, c'est quand même aussi peut-être un autre sujet, mais c'est peut-être ce qui arrivera. On l'a donné à nos enfants en se disant que, d'abord, c'est une forme d'héritage, c'est une manière de peut-être mieux comprendre qui on est, et puis aussi, du coup, qui ils sont, évidemment, c'est un peu le sujet du livre. Et puis, la violence du clan, c'est pas comme si ça allait être une découverte. C'est-à-dire que, oui, elle existe dans ce livre, mais en fait, elle existe dans la réalité, la violence de la vie de famille en général. Et le fait de le dire ne rend pas les choses réelles. Peut-être même que c'est plus facile de le vivre quand c'est dit. C'est ce qu'on dit, en fait, à la fin du livre, quand on leur dit qu'on voudrait que le silence ne les empêche pas. C'est-à-dire que ce parcours de réflexion et d'extériorisation de cette réflexion qui est aboutie dans ces livres-là, il est aussi là pour que peut-être ils gagnent un petit peu de temps, ou en tout cas, parce qu'il ne faut pas rêver, leur liberté, il va falloir aussi qu'ils la conquièrent, on en est tous là, et eux aussi, mais en tout cas, on aimerait que cette valeur liberté, ce soit la première voilà, c'est cette valeur-là qu'on veut leur transmettre en tout premier. Et c'est ça qu'on leur dit dans ce livre. Oui, non, effectivement, et puis ils ont beaucoup d'humour, hein, donc je pense qu'ils prendront les coups de pelle avec beaucoup de... non, mais c'est effectivement, il y a une dimension de transmission, et ils ne peuvent pas le lire chat au premier degré, quoi. C'est-à-dire que, d'abord, il y a beaucoup de choses inventées. Hein, il y a énormément de choses inventées. Les personnages sont des condensations de plein de personnages. Alors oui, il y a des inspirations, oui, il y a des éléments d'histoire, mais c'est comme dans un rêve, c'est-à-dire,
là c'est mon père, mais en fait c'est aussi un peu mon oncle, puis c'était aussi un peu mon pote, et puis là on était chez ma cousine, mais c'était pas chez ma cousine en fait, c'était chez l'autre. Et donc en fait, on peut pas faire une transposition de la réalité. C'est forcément uniquement une mise en abîme, essentiellement fictive, mais c'est comme quand on tourne autour, quand la mariée tourne autour de son khatan, ça dit quelque chose de symbolique, ça dit et on a essayé de laisser de laisser un peu le charme agir, de laisser l'inconscient parfois au bord du clavier, pour que justement se transmettent des choses qui ne soient pas forcément que des éléments réfléchis. C'est comme dans la tradition, si on doit commencer à essayer de mettre du sens dans chaque chose, on s'arrête. Et ça perd toute sa magie si on doit commencer à se dire on mange cachère parce que à l'époque il y avait des parasites dans les porcs et machin. Enfin, donc il faut laisser une part de mystère, et cette part de mystère dans l'écriture, ça passe par laisser les choses affleurer. S'il y a de la violence, on laisse la violence, on ne va pas la gommer parce qu'on se dit si les enfants la lisent, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors bien sûr qu'il y a quand même on dresse des grandes lignes, on fait des dessins assez larges, mais c'est quelque chose qu'on laisse. Bien sûr, ça ne leur raconte pas stricto sensu leur histoire, mais pour qui la lira, ça pourra peut-être lui rappeler des éléments de sa propre histoire, et peut-être qu'ils y trouveront ce qu'ils ont envie d'y trouver. Et évidemment, c'est pas ce que nous, on aura forcément voulu y mettre, mais en tout cas, ils savent qu'il y avait l'intention des parents aussi de transmettre quelque chose à leurs enfants, et rien que ça, peut-être déjà, ça aura du sens. Alors, c'est mon avant-dernière question. Après, il y a une image dans le livre. À nouveau, alors là, je vais y aller avec douceur pour ne pas. C'est une boîte vide qui est si remplie. Une boîte vide qui est si remplie. Moi, cette image, elle m'a. Je trouvais ça assez incroyable. Une boîte vide en plus reçue d'ancêtres qui est si remplie. Moi, j'y vois absolument pas une contradiction. Une boîte vide, justement, elle est faite pour être remplie. Je trouvais ça très parlant. Cette boîte, et là c'est une sorte de conseil que je vous demande. Ça veut dire, comment vous, dans votre vie, est-ce que vous avez matérialisé cette boîte vide qui est si remplie, dans laquelle vous invitez? Eh ben, vous y avez réfléchi, c'est quelque chose qui est sorti de votre imaginaire, de votre génie, encore une fois. Comment ça se matérialise chez vous, une boîte vide si remplie? Alors c'est une question très abstraite, vous pouvez ne pas y répondre, et vous pouvez aussi apporter des éléments de réponse avec plaisir. Gentleman, est-ce que tu as déjà des éléments à dire? Ça me laisse le temps de réfléchir. D'abord, moi j'ai un grand plaisir à ce que tu nous poses des questions et nous demandes des conseils, parce que je trouve que c'est un peu savoureux quand même. Ouais, je crois que c'est le livre, la boîte vide, là, peut-être. C'est-à-dire que l'écriture, encore une fois, on y met ce qu'on a envie d'y mettre, ils y trouveront ce qu'ils auront envie d'y trouver. Oui, on transmet tous un héritage, et celui qui le reçoit, d'abord, il va devoir le concevoir comme... le matérialiser à un moment donné, savoir ce qui contient cet héritage, et puis en faire ce qu'il a bien envie d'en faire. Donc, oui, cette boîte vide, en fait, c'est l'héritage. Moi, je vais dire quelque chose. Cette boîte vide, je pense que c'est nous. On est, après 9 mois de grossesse, où les interactions n'ont pas été, on imagine en tout cas qu'elles n'ont pas été énormes avec l'environnement extérieur, il y en a eu. On est un être tout neuf. On est donc une boîte relativement vide, parce que qu'est-ce qui nous a été transmis? Alors peut-être l'empreinte de l'ange, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait que Maud Nizan ou Aurélien Benoîlide va porter rapidement le poids de toute son histoire? Pas seulement le poids de ses parents. Qu'est-ce qui fait que, dans notre boîte, on va avoir l'histoire de nos arrière-grands-parents dont on ne sait même pas le nom, dont on ne sait même pas où ils ont vécu, dont on ne sait même pas si c'était en Alsace, au Maroc ou ailleurs,
Comment ça se fait, comment c'est possible que ça existe, alors que, pourtant, sans eux, on ne serait pas là. Donc la boîte, elle est quand même remplie d'œufs. Pas d'œufs, pas des œufs de Pâques, hein, parce que ça aussi c'est une autre histoire, mais elle est remplie de ce vide-là. Et on pourrait croire qu'en fait, c'est vide. On pourrait croire, on serait tenté de se dire, bon bah en fait, on ne sait même pas comment il s'appelle, qu'est-ce que ça peut faire? Je peux très bien apprendre, je vais aller à l'école, je vais rencontrer des gens, j'apprends à lire, je vais lire des livres, du coup je vais remplir un peu avec des choses, et on peut, et ça c'est une thèse qu'on soutient, mais peut-être qu'on peut en discuter, qu'est-ce qui fait que quand même si on n'a aucune notion de notre histoire et de notre passé, elle est quand même pleine de tous ces silences, et ça va nous forger quand même. Alors, moi qui suis plutôt matérialiste, on va dire, en termes, si on veut parler un peu philosophiquement parlant, je pense que justement, toute cette histoire-là, sur 1500 générations, elle se transmet de manière aussi chorégraphique, et de manière, c'est-à-dire par des gestes, par des coutumes, par des histoires, par des regards, par des effleurements, par des choses dont on pourrait dire, si on s'intéressait froidement à la chose, que ça porte aucun sens, qu'il n'y a rien dans tout ça. Eh bien, c'est peut-être quand même cette boîte vide, c'est cet enfant qui naît, à un moment donné, il y a cet enfant qui naît, et c'est un moment où justement on se dit, bah voilà, comment est-ce qu'on va remplir, parce que, et ça c'est le médecin qui parle, c'est que quand cette boîte elle est vraiment vide, on va vraiment pas bien. Et moi je le vois en tant que médecin, quand les patients ou les patientes ont une boîte présumée vide, ou en tout cas dont on n'a pas suffisamment, qu'on n'a pas suffisamment rempli, eh bien il y a un manque. Et ce manque-là, il empêche presque de vivre. Et alors ça, malheureusement, vous pouvez que faire confiance à l'expérience du médecin, c'est de dire que ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie du bonheur d'un individu, c'est de pouvoir exister avec une boîte pleine, même si on a l'impression qu'elle est pleine de vide. Alors, tu as parlé justement des œufs de Pâques, c'est intéressant, donc la liberté de cette jeune femme, Anna, dans le livre, et que cette idée-là de ces œufs de Pâques, c'est la fête de Pâques qui symbolise cette liberté, donc ça se rejoint, et ce jeu un peu familial, cette retrouvaille familiale, donc on voit c'est un repas de Pâques qui est français normal, et finalement ça ressemble beaucoup à nos sdarim, au seder familial juif, donc il y avait toutes les symboliques, on les retrouve, et cette liberté, cette volonté de liberté, et il y a plein d'autres fêtes catholiques qu'ils auraient pu fêter, ils ont décidé, les Bessons, de fêter Pâques, donc on reste dans la thématique, et cette volonté, et justement, je te rejoins, cher Aurélien, quand tu parles d'une boîte vide qui finalement est la liberté, et on en a parlé justement la dernière fois dans une de nos rencontres, cette liberté qui finalement est le questionnement, et donc l'acceptation d'un vide, et que l'on essaye de construire, et que l'on remet en cause perpétuellement. C'est toute la profondeur du judaïsme, qui est une remise en question perpétuelle, et une acceptation du questionnement. Et du coup, étant donné que les questions, elles sont multiples, et des fois... alors du coup, ma dernière question, et elle est double, vous choisissez. Première possibilité, vous prenez un texte qui vous plaît, vous le lisez. Celui que vous choisissez, vous avez... Deuxième possibilité, quelle est la question que vous auriez voulu que je pose et que je n'ai pas posée? La question difficile. Alors il faudrait que je regarde pour voir s'il y a... que je reprenne connaissance du texte, pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait... Je le connais par cœur. Oui, je te demande. Sinon, la question qu'il ne faut pas nous poser, c'est qu'est-ce qui fait briller les étoiles, parce que ça, on ne peut pas dire. Donc, c'est dans le judaïsme. Je dis voilà, la question qu'il ne faut pas poser, c'est celle-là. Mais je rebondis juste un petit peu, ça laisse le temps de réfléchir. Ça aussi, c'est une stratégie bien de chez nous. Oui, tu parlais des œufs de Pâques, hein. C'est quand même, chez les Bessons, c'est quand même la seule famille où non seulement on fait les œufs de Pâques le lundi, mais où en plus on laisse aussi le portail toujours ouvert. Ouais. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il y a cette discussion autour des différentes religions, et vous verrez que si vous avez l'envie et le courage d'affronter ces quelques pages, vous verrez que a priori ça prend du sens à un moment donné.
Maud, est-ce que tu peux rajouter un mot pendant que je regarde rapidement si je trouve un paragraphe? Oui, alors moi, pour peut-être conclure sur les différentes thématiques, on n'a finalement pas beaucoup parlé du corps porteur de l'histoire, ça on en a déjà parlé, et de la métaphore de la danse. Donc la danse qui est pour moi une passion, et pour Lou aussi, qui me fait grand signe. En fait, la danse, ça permet en fait évidemment de mettre en mouvement le corps et surtout d'exprimer ses émotions par le corps lorsque parfois, et c'est tous les arts qui permettent ça, et bien les mots n'arrivent pas à mettre, voilà, à sortir, à jaillir pour décrire les émotions. Et aussi, évidemment, les silences de l'histoire, ou les silences de ce qu'on ressent mais qu'on n'a pas encore complètement perçu, pas encore analysé. Donc la danse, c'est aussi une troupe qui est donc ici une métaphore de la famille, avec des rôles qui sont assignés. Certains sont premiers danseurs, sont danseurs étoiles, prennent toute la lumière, et puis d'autres sont dans l'ombre, d'autres sont des pions finalement qu'on met là, à qui on impose une chorégraphie, qui feront toujours la même, et qui répéteront à l'envi la chorégraphie qu'on leur a imposée. Certains vont arriver à s'en sortir, d'autres pas. Voilà, c'était une manière de matérialiser ce théâtre familial dans un décor tout à fait mythique et puis qui fait rêver. Alors j'ai choisi un peu hasard, hein, mais je ne sais pas si c'est très approprié au lieu, mais ça se déroule au moment où il y a une fécondation in vitro. Le reste se déroula dans le huis clos douillet d'un incubateur à 37 degrés Celsius. Un parmi des millions, un parmi des milliers, improbable rencontre au sommet dans une boîte de pétri. Un spermatozoïde de Samuel, pétri lui aussi d'une grâce immémoriale, exécuta sans le savoir la première des 7 rondes autour de l'ovule d'Anna qu'il observait, médusé et l'œil écarquillé devant cette surprenante inversion des rôles. À la seule force de son flagelle, animé par on ne sait quelle volonté qui lui serait propre, voilà qu'il se démenait comme un diable et tentait d'assiéger le sanctuaire à l'intérieur du sanctuaire. L'ovule d'Anna l'accepta lui et aucun autre. Pour entrer, il dut abandonner son enveloppe charnelle sur le seuil du temple qui daignait l'accueillir et se débarrasser de l'accessoire pour ne garder que l'essentiel. C'était une petite référence aux 7 tours qui peuvent parfois effectivement s'inverser. Je finirai juste avec cette mention d'un chanteur, Jean-Jacques Goldman, qui parle, on a toujours été, nous, les êtres humains qui sommes vivants, au regard du texte que tu as choisi, on est toujours les premiers. On a toujours été un jour les premiers. Alors c'est cette idée-là, justement, même le dernier, exactement. Il a été à un moment ou à un autre le premier. Et du coup, voilà, cette force que vous avez essayé de nous insuffler, de croire en nos capacités, de croire en nos rêves, ne pas avoir peur du vide, et nous tirer vers le haut. C'est plein de thèmes comme ça qui ont été magnifiquement traités. Un rabbin, il dit toujours qu'il va conclure, mais en fait, il rajoute une dernière question. Il a le droit à 6. À 6 dernières questions. Non, il y a un tome 2 qui est prévu? Non. Non, il n'y aura pas de tome 2. Par contre, on a déjà l'idée du prochain, et qui sera peut-être dans la continuité, mais évidemment pas avec les mêmes personnages. Non, ça c'est une histoire qui maintenant est clos. Voilà. Ouais, on a été très impactés comme tout un chacun, je pense, par les derniers événements, et on a envie de parler de l'attachement à la Terre. Voilà, ce sera la thématique du prochain livre.